Bonjour Akos, aujourd'hui on va enfiler nos costumes de détective littéraire pour se plonger dans un chef-d'œuvre de Prosper Mérimée, la Vénus d'Île. On va mener une enquête sur un meurtre très étrange, où la logique et le surnaturel vont s'affronter. La vraie question n'est pas seulement de savoir qui est le coupable, mais si ce coupable est bien humain. Et l'histoire nous happe immédiatement avec ce cri, un cri terrible qui déchire la nuit d'une fête de mariage et qui nous plonge directement au cœur du drame. Voilà le point de départ de tout notre mystère. Un jeune homme, Alphonse, est retrouvé mort le soir même de son mariage. Son corps porte les marques d'une étreinte d'une force impossible. La question est simple, mais vous allez voir que la réponse, elle, est bien plus compliquée. Qui a bien pu tuer Alphonse de Pérorade? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour mener à bien notre enquête, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va poser les faits, le contexte du mariage et la découverte du meurtre. Ensuite, on suivra l'enquête très rationnelle du narrateur. Puis, on écoutera le témoignage de la jeune veuve. On verra comment ces deux versions s'opposent et ça nous amènera à notre conclusion. Qu'est-ce que le fantastique? Allez, c'est parti pour la première partie, un mariage et un meurtre. Parce que tout commence bien avant cette nuit fatidique, avec la découverte d'une statue antique. Une statue qui, dès le départ, semble annoncer le malheur. Et la voilà, notre fameuse Vénus, la source de tous les ennuis. Dès qu'on la sort de terre, premier incident, un ouvrier se casse la jambe. Et le narrateur, qui est notre guide dans cette histoire, est tout de suite frappé par son expression. Il la décrit comme à la fois belle, mais aussi terriblement méchante, cruelle. On sent tout de suite que ce n'est pas une statue comme les autres. Et puis vient le jour du mariage, où Alphonse va commettre l'imprudence fatale. Gêné par sa bague pour jouer à la paume, il a une idée, un peu étrange. Il la passe au doigt de la Vénus. C'est presque un mariage symbolique, vous ne trouvez pas? Et le pire, c'est qu'après son match, il oublie complètement de la reprendre. Quand il y retourne, il panique. Il jure que la statue a serré le doigt et qu'il est impossible de récupérer l'anneau. En quelque sorte, il s'est engagé et la Vénus ne semble pas prête à le laisser partir. Et voilà la conséquence. Le lendemain matin, on découvre Alphonse mort dans son lit. Le narrateur décrit ses marques sur sa poitrine. Il n'y a pas de sang, pas de blessure, juste cette trace, comme s'il avait été écrasé, broyé par une force incroyable. L'arme du crime, si on peut dire, est totalement invisible. Bon, face à un meurtre aussi bizarre, la réaction normale, c'est de chercher une explication logique, rationnelle. Et c'est exactement ce que fait le narrateur. On entre alors dans ce qu'on peut appeler un récit policier. On cherche un coupable, des preuves, un mobile, bref, on essaye de ramener de l'ordre dans ce chaos. Et au début, franchement, tout semble coller. On a un suspect parfait, un rival espagnol vexé après le jeu de paume qui a même lancé une menace. On trouve des indices matériels, comme des empreintes de pas dans le jardin. Et surtout, la bague est retrouvée dans la chambre. On se dit que c'est un vol qui a mal tourné. L'enquête semble presque bouclée. Sauf que cette belle construction logique va complètement s'effondrer. Le suspect a un alibi en béton, impossible à démonter, et ses chaussures ne correspondent pas du tout aux empreintes. La piste rationnelle, celle qui devait nous rassurer, se termine en impasse. Le mystère ne fait que s'épaissir. Puisque la logique ne nous donne aucune réponse, il va falloir se tourner vers une autre version de l'histoire, et c'est notre troisième partie, le témoignage de la veuve. C'est ici qu'intervient une technique narrative très importante, le récit enchâssé. Alors, un récit enchâssé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est une histoire dans l'histoire. Le narrateur principal se tait pour laisser la parole à un autre personnage. Ici, c'est la jeune veuve qui va raconter sa version. Et ce changement de point de vue va tout faire basculer. Mais attention, c'est un point capital. Avant même qu'on entende son histoire, le procureur nous prévient, pour lui, elle est folle. Son témoignage est donc discrédité d'avance. On nous dit, ce que vous allez entendre, c'est le délire d'une femme traumatisée. En gros, ne la croyez pas. Et son récit, il fait froid dans le dos. Elle raconte qu'une présence est entrée dans la chambre. Une présence froide comme la glace. Puis son mari arrive, il pousse un cri, et là c'est l'horreur. Elle voit un géant verdâtre, qu'elle identifie comme la statue, serrer son mari jusqu'à la mort. Et la créature ne repart qu'au lever du jour. C'est une version terrifiante, complètement surnaturelle, que tout le monde qualifie de folie. On arrive maintenant au cœur du mécanisme de la nouvelle. On a deux récits, deux vérités qui s'opposent. Et c'est précisément de ce conflit que va naître le sentiment fantastique. Regardez bien, ce tableau résume parfaitement la situation. D'un côté, on a l'enquête rationnelle. C'est logique, mais ça n'a aucune preuve. De l'autre, le témoignage de la veuve. Il explique tout, mais il vient d'une source considérée comme folle. Alors que choisir? L'explication logique qui ne mène nulle part ou l'explication impossible qui résout tout? C'est ça, le dilemme. Alors pourquoi Mérimée fait ça? Eh bien, le récit policier, il est là pour nous mettre en confiance. On est dans un cadre connu, on s'attend à une solution logique.
Mais quand il échoue, il crée une fissure dans notre réalité. Et c'est dans cette fissure que le récit de la veuve va s'engouffrer, avec son explication surnaturelle qui fait tout exploser. C'est un jeu brillant avec nos attentes. Et tout ça nous amène à la clé de l'énigme et à la définition même du genre fantastique. Parce que chez Mérimée, le but du jeu, ce n'est pas de trouver le coupable. Le but, c'est l'hésitation, le doute qu'il installe en nous. Voilà la grande idée. Le fantastique, ce n'est ni complètement réel, ni complètement imaginaire. C'est cet entre-deux. C'est ce moment précis où l'on ne sait plus quoi croire. Est-ce qu'on doit s'accrocher à la logique, même si elle n'explique rien? Ou est-ce qu'on doit accepter l'impossible, même si ça défie notre raison? Mérimée ne nous donnera jamais la réponse. Et il nous laisse volontairement dans ce doute. Mais alors, que devient cette statue maudite? La famille, complètement terrorisée, décide de s'en débarrasser. On la fait fondre pour la transformer en cloche d'église. C'est un peu comme si on essayait de chasser le mal par le sacré. Mais ça ne marche pas. La malédiction continue. Même sous la forme d'une cloche, le bronze de la Vénus semble toujours porter malheur au village. Le mal n'a pas disparu, il a juste changé de forme. Alors, si on doit résumer les points essentiels à retenir, c'est assez simple. Premièrement, l'enquête policière échoue et cet échec ouvre une porte vers le surnaturel. Deuxièmement, le récit enchâssé nous offre une explication surnaturelle, mais on nous dit de ne pas y croire. Et troisièmement, c'est la tension entre ces deux options, ce conflit sans solution qui crée ce fameux sentiment d'hésitation. Et c'est ça, le fantastique. Finalement, la question reste entière. Alors, crime d'un rival jaloux ou vengeance d'une déesse antique? La Vénus est-elle juste un bout de métal ou une divinité qui, après avoir été symboliquement épousée par Alphonse, a simplement considéré qu'il lui appartenait? Mérimée nous laisse seuls face à ce mystère, et c'est justement ça qui fait tout le génie de la Vénus d'Île.